Bonjour et bienvenue sur le podcast Sommeil Bébé, le podcast des parents bienveillants en manque de sommeil. Alors aujourd'hui, on va parler de la théorie la plus injuste de la science de la parentalité. Je suis Emmanuel, papa d'une adorable fille de 2 ans et demi. Ma femme et moi, on a galéré pendant les 18 premiers mois de notre fille, avec 2 à 4 réveils par nuit. On a bien eu du mal à trouver des conseils bienveillants et sans pleurs sur Internet. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer le blog sommeilbébé.com pour aider tous les parents qui galèrent la nuit avec le sommeil de leur bébé. Donc les méthodes proposées sur ce blog sont toutes issues de la parentalité bienveillante et respectueuse de l'enfant. Et notamment, je suis totalement contre les méthodes qui impliquent de laisser pleurer son enfant seul. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles de notre côté ? Tout simplement, en ce moment, ma fille est à fond dans les cabanes, c'est-à-dire qu'elle est super contente de faire avec nous des cabanes dans le salon. On prend quelques chaises à côté d'un mur, on les recouvre d'une couverture, on met des coussins à l'intérieur et voilà, ça fait une cabane dans le salon. Ma fille est vraiment adore mettre son doudou dedans, sa veilleuse, y jouer avec ses Playmobil. Et voilà, en ce moment, c'est vraiment le phénomène qui nous occupe. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler d'une théorie très très injuste qui implique que parfois, mon enfant dort mieux chez les autres que chez moi, dort mieux avec les autres que avec moi, c'est-à-dire avec moi, avec ma femme, avec, disons, un enfant dort parfois mieux quand il n'est pas avec ses parents. Et franchement, c'est assez déroutant. Alors, par exemple, chez les nounous, notre fille, elle s'endort sans souci pour la sieste chez les nounous, c'est-à-dire que c'est elle-même qui va demander au nounou d'aller dormir, et donc qui va s'endormir au bout de quelques minutes une fois qu'elle est dans son lit. Alors que chez nous, ça prend toujours des plombes pour la mettre à la sieste. Chez ses grands-parents, donc c'est-à-dire que quand notre fille dort chez ses grands-parents, eh bien, surtout pendant ces 18 premiers mois, donc c'est arrivé par exemple vers 1 an et 3 mois, que notre fille dorme chez ses grands-parents, eh bien, elle ne se réveillait pas la nuit. Le coucher se passait très facilement, elle ne se réveillait pas la nuit, et ça contrastait énormément avec ce qui se passait chez nous à la maison. Et enfin, le troisième exemple, c'est avec une baby-sitter. Il peut arriver, donc pour nous c'est pas encore arrivé, mais il peut arriver qu'un enfant s'endorme plus facilement avec une baby-sitter qu'avec ses propres parents. Alors, on pourrait se dire, avec les nounous, bon, les nounous, ce sont des professionnels de la petite enfance, donc peut-être qu'ils ont des méthodes pour endormir les enfants facilement. Les grands-parents, on pourrait se dire, bon, ils ont déjà eu des enfants, ils ont pas mal d'expérience. Peut-être aussi, ils connaissent des choses que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'ils sont moins stressés que nous. Mais la baby-sitter, y compris une baby-sitter peut-être qui a pas beaucoup d'expérience, pourquoi est-ce que ça se passerait mieux avec une baby-sitter qu'avec les propres parents de l'enfant ? C'est un phénomène très 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 déroutant. Et même, on pourrait dire que, en tant que parent, quand on constate ça, on pourrait se sentir un peu remis en cause. C'est-à-dire que ma compétence de parent, je peux en douter un peu. Je peux même me sentir parfois un parent un peu nul. Quand ma fille s'endort 100 fois mieux chez les autres, dort 100 fois mieux chez les autres que chez moi, franchement, je me demande ce que je fais mal. Et par conséquent, je peux éprouver un peu de culpabilité. Est-ce que c'est à cause de moi que mon enfant se réveille la nuit ? Est-ce que si mon enfant vivait pas avec moi, ça se passerait mieux ? Enfin, ou peut-être même, est-ce que mon enfant me déteste ? Enfin, on en arrive vraiment à se poser des questions assez extrêmes, qui font assez mal à l'estime de soi. Et c'est vraiment un phénomène qui fait que le parent se sent mal, en fait. Vraiment, on remet tellement de choses en cause qu'on se sent mal. Alors, ce phénomène-là, en fait, il peut s'expliquer par une théorie. C'est un phénomène bizarre
qui n'est pas due à une incompétence du parent, mais plutôt au fait que votre enfant vous aime, mon enfant m'aime, et se sent en sécurité avec vous, que mon enfant se sent en sécurité avec moi. Cette théorie, vous la connaissez certainement de nom, c'est la théorie de l'attachement. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un champ complet en fait de la psychologie des relations humaines. C'est une théorie qui est pratiquement à la base de toute la parentalité positive et bienveillante. Et donc c'est une théorie qui postule que un enfant naît avec des compétences de communication et que il va développer ces compétences avec les adultes, les gens qui passent du temps avec lui et qui communiquent avec lui. C'est-à-dire, la communication, c'est d'un bébé, c'est typiquement je regarde la personne qui est en face de moi, je lui fais un petit rire, je lui fais un sourire. Si cette personne me répond par son regard, par son rire, par son sourire, j'ai établi une communication avec lui et j'ai envie de passer du temps avec cette personne. Et donc notamment, je développe un attachement avec cette personne. Donc c'est une théorie qui postule aussi que pour un bon développement psycho-affectif, tout enfant a ce besoin d'un adulte qui prend soin de lui de manière cohérente et continue et qui va communiquer souvent avec lui. Donc c'est très souvent l'adulte qui passe le plus de temps avec lui, qui se retrouve comme cette figure d'attachement primaire, prioritaire. C'est aussi l'adulte avec lequel il se sent le plus en sécurité. Et donc, par conséquent, c'est souvent un des deux parents. Et c'est souvent la maman, faut bien avouer. Bon, chez nous, ça a longtemps été la maman, ça a longtemps été ma femme, qui a été la figure d'attachement primaire de mon enfant, parce que tout simplement, elle passait le plus de temps avec ma fille. Mais il y a eu des périodes où j'ai passé quand même beaucoup de temps avec elle, et bon, j'ai peut-être senti que ça a pu changer un petit peu. Donc, cette théorie, elle explique que à chaque situation de stress qu'un enfant va rencontrer, il va rechercher une proximité avec sa figure d'attachement pour se sentir en sécurité et pour prendre du recul sur des situations de stress. Donc l'idée centrale de cette théorie, c'est que l'attachement et l'amour que la figure d'attachement va porter à l'enfant sont des carburants pour l'enfant et ce n'est pas une récompense. C'est-à-dire que pour que l'enfant se porte bien, aussi bien du point de vue psychomoteur que du point de vue de tous les aspects de sa vie en fait, il a besoin d'attachement, il a besoin de l'amour de sa figure d'attachement, donc de ses parents en particulier, et qu'on ne peut pas réclamer d'un enfant qu'il aille bien, qu'il se comporte bien, s'il n'a pas ce carburant. Par exemple, quand j'utilise ma voiture pour aller au travail, je ne vais pas dire à ma voiture si tu m'emmènes au travail, alors je vais mettre du carburant dans ton réservoir. Non, c'est le contraire. Je mets d'abord le carburant et ensuite ma voiture fait ce que je veux. Ma voiture se comporte comme je l'attends d'elle. Alors on pourrait comparer cette théorie un peu avec la métaphore d'un explorateur débutant dans une jungle un peu inquiétante. C'est-à-dire, un explorateur arrive dans une jungle qu'il ne connaît pas. C'est un monde nouveau pour lui. Objectivement, cette jungle n'est pas forcément hostile, mais comme l'explorateur ne la connaît pas, c'est quand même un peu inquiétant pour lui. Cet explorateur a besoin de revenir régulièrement à sa base pour se reposer entre ses explorations, pour réparer ses blessures, pour recharger ses batteries, pour se nourrir. Et sa base, vous l'avez compris, dans la métaphore, c'est la figure d'attachement. Si l'explorateur reste trop longtemps éloigné de sa base, un sentiment d'inquiétude et de stress s'installe en lui, il peut commencer à perdre confiance en lui, à perdre confiance en ses chances de survie, et notamment il est beaucoup plus sensible à la fatigue, et il est beaucoup plus susceptible de faire des gestes je dirais pas violents, mais des gestes imprévisibles, des gestes qu'on aura du mal à expliquer. Alors que, au contraire, s'il revient régulièrement à sa base pour se ressourcer, il va prendre de plus en plus confiance en lui, il va devenir un explorateur expérimenté qui va gagner en autonomie
et qui aura de moins en moins besoin de revenir à sa base. Donc c'est pareil pour un enfant. Plus sa figure d'attachement va lui permettre de se ressourcer, de lui offrir de l'amour quand il en aura besoin, et plus il va devenir autonome. Alors cette théorie, elle a été formulée par John Bowlby, c'est un psychiatre et psychanalyste anglais. Il est né en 1907. Et ce John Bowlby, il a démarré ses travaux sur la figure d'attachement sur la base des observations des oiseaux faites par un autre scientifique, Konrad Lorenz. Et donc ce Konrad Lorenz, il a remarqué un phénomène qu'il a appelé le phénomène d'empreinte. C'est-à-dire que quand un oiseau sort de l'œuf, il va s'attacher à la première, le premier animal, la première chose qui bouge, qu'il va voir bouger en sortant de l'œuf. Et si cette personne, cet animal prend soin de lui, ben il va y rester attaché et il va le suivre pendant tout le moment. Il aura besoin de lui pendant toute son enfance. Et donc, ce Konrad Lorenz, il s'est amusé donc à être en présence des oisillons qui naissent, qui sortent de l'œuf, et il avait enlevé la présence de leur mère, et donc il a bien noté que ces oisillons le suivaient partout. Donc il a eu pendant une bonne partie de sa vie beaucoup d'oisillons qui le suivaient partout, et bien entendu, il en a pris soin, il les a nourris, et les oisillons ont continué à le suivre. Donc imaginez un scientifique qui se promène avec plein d'oisillons qui le suivent partout, ça doit être assez rigolo. Alors tout ça pour dire que le phénomène d'attachement chez les humains et chez les petits singes d'ailleurs, ça marche un petit peu pareil. C'est-à-dire que les enfants s'attachent à la personne qui prenne soin d'eux et qui sont présentes pour eux pendant leurs premiers mois de leur vie. Alors, pour un enfant, il faut 9 mois pour s'attacher à une personne, alors que pour un oisillon, c'est pratiquement immédiat. Alors, Bowlby, donc il a eu une histoire un peu particulière. C'est peut-être son histoire personnelle qui l'a encouragé à s'intéresser à cette partie-là de la psychologie. Il avait une mère, donc une aristocrate anglaise, qui pensait comme ses contemporains que l'attention portée aux enfants était néfaste pour eux. C'est-à-dire que pour qu'un enfant ait une bonne éducation, il fallait que ses parents passent un minimum d'attention, un minimum de temps avec eux. Donc c'était une théorie en vogue au 19e siècle et au début du 20e siècle. Maintenant, on pense totalement l'opposé. Et d'ailleurs, donc c'est une mère qui passait maximum 1 heure par jour avec lui, alors que sa gouvernante, John Bowlby, donc passait la majorité de son temps avec lui. Et ce monsieur Bowlby, quand sa gouvernante n'a plus travaillé pour ses parents à l'âge de 4 ans, ça a été un vrai traumatisme pour lui. C'était vraiment une tempête émotionnelle énorme. Il a vraiment vécu ça comme un abandon. Et donc, on peut en déduire probablement que cette gouvernante qui prenait soin de lui, qui passait pratiquement tout son temps avec lui, était sa figure d'attachement. Alors, John Bowlby, donc, dans tous ses travaux, il a beaucoup insisté sur le fait que les attentions sont très importantes, mais aussi les contacts physiques à l'époque, il disait entre une mère et son enfant, puisque la figure d'attachement était très souvent la mère quand même. Il a beaucoup insisté sur le besoin de contact physique, c'est-à-dire aussi bien naturellement des bisous, des câlins, des caresses. Naturellement, si une mère allaite son enfant, elle passe énormément de temps au contact avec lui et c'est vraiment quelque chose qui renforce l'attachement. Alors, on a découvert depuis en fait que le besoin d'attachement, c'est un besoin tellement important pour un enfant que il est presque même plus important que la nourriture. Et notamment que les enfants et les petits singes préfèrent se laisser mourir de faim pour avoir des marques de tendresse.
en fait, le besoin d'amour, c'est un besoin qui est situé pratiquement entre le besoin de nourriture et le besoin de respirer. C'est-à-dire, c'est moins important que le besoin de respirer, mais plus important que le besoin de nourriture. C'est vraiment quelque chose de crucial pour un enfant, pour se développer. Alors, comment nourrir l'attachement ? Eh bien, tout simplement en jouant, en câlinant, en dialoguant, en donnant des signes d'amour et d'attention à son enfant. Et notamment, la théorie de l'attachement explique les comportements face aux situations futures, quand l'enfant va devenir un adolescent puis un adulte, et notamment quand l'enfant va à nouveau, enfin quand la personne va devenir parent et avoir un enfant. Et notamment, il y a deux cas extrêmes en fait, qui expliquent les émotions d'un parent face aux pleurs de son enfant. Le premier cas, c'est le cas, le cas positif, c'est le cas d'un parent qui a reçu suffisamment d'amour pendant son enfance pour nourrir son attachement, et face à un enfant qui pleure, face à son enfant qui pleure, son cerveau est baigné d'ocytocine, c'est-à-dire c'est l'hormone du bonheur, hein. C'est son cerveau lui dit prends soin de ton enfant. Rappelle-toi quand tu pleurais, ta maman prenait soin de toi, et donc fais pareil, prends soin de ton enfant, il a besoin de toi. Donc ça, c'est le cas du parent qui a reçu suffisamment d'amour pendant son enfance pour nourrir son attachement. L'autre cas extrême, à l'opposé, ce serait un parent dont les propres parents n'ont jamais tenu compte de ses émotions étant enfant. Donc, face à son enfant qui pleure, un tel parent reçoit du cortisol, l'hormone du stress, qui crie « danger, situation douloureuse ». C'est-à-dire que le parent se souvient de la situation quand il était enfant, il exprimait un besoin, il exprimait des pleurs, et ses parents n'y ont pas répondu de manière adéquate. Et au final, l'enfant s'est senti abandonné, l'enfant a senti qu'on ne répondait pas à son besoin, et associe donc cette situation de pleurs à une situation douloureuse. Alors, donc ça, ce sont les deux cas extrêmes. Ce n'est pas figé. Quelqu'un un parent qui a vécu des situations douloureuses dans son enfance, ce n'est pas pour ça que ce sera forcément un mauvais parent. Il peut très bien travailler sur lui, comprendre ce problème-là, comprendre le fait qu'il a vécu une enfance parfois douloureuse, et donc travailler avec son enfant pour changer, pour ne pas transmettre ces situations douloureuses, et au contraire pour transmettre le fait que quand on pleure, eh bien ça peut être associé à un câlin, ça peut être associé à du réconfort. Alors, la question de ce podcast, à la base, c'est pourquoi est-ce que mon enfant, parfois, peut s'endormir mieux chez les autres que chez moi, peut dormir mieux chez les autres que chez moi. Alors pour y répondre, on va parler des conséquences de la théorie de l'attachement sur le sommeil du bébé. Alors si un enfant se sent en sécurité, donc avec sa figure d'attachement, il va exprimer ses sentiments. Il va exprimer éventuellement tout son stress, toutes les difficultés qu'il aurait pu ressentir dans la journée. Et donc notamment dans le cas d'un bébé, d'un enfant qui passe toute sa journée loin de sa figure d'attachement, donc par exemple chez une nounou, ce qui arrive quand même assez souvent, et bien une fois qu'il retrouve sa figure d'attachement, donc sa maman ou son papa, eh bien il va avoir envie d'exprimer tous ses sentiments, toutes ses frustrations à sa figure d'attachement. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai nommé cette théorie la théorie la plus injuste de la parentalité, puisque eh bien c'est vraiment le parent qui va tout se prendre, quoi, qui va se prendre tout le stress, toutes les frustrations de l'enfant. Et notamment, c'est le phénomène qu'on nomme le phénomène du biscuit cassé. Imaginez donc un enfant qui passe une journée chez les nounous. Il se trouve que cette journée était stressante, pas forcément de la faute des nounous, hein, peut-être que juste il y avait une situation stressante avec d'autres enfants.
Et revenu à la maison, donc les parents sont tout contents de revoir leur enfant et font des gâteaux, par exemple, des biscuits pour leur enfant. Donc l'enfant est très content d'avoir des gâteaux, des biscuits, et malheureusement, à la sortie du four, il y a un biscuit qui est cassé. Eh bien, l'enfant va être très légèrement frustré par ce biscuit cassé, mais comme il est en présence de ces figures d'attachement et qu'il a une journée très stressante, eh bien, il se trouve que c'est le moment où il va exprimer toutes ses frustrations de la journée. Donc, du point de vue extérieur, on aura l'impression qu'il pleure à cause du biscuit cassé, mais en fait, il est simplement en train d'exprimer le fait qu'il a une journée très difficile, qu'il a été très stressé, et donc qu'il a besoin de décharger tout son stress auprès de sa figure d'attachement. Alors, que faire dans ces situations-là? Eh bien, tout simplement, accueillir les émotions de l'enfant, lui faire des câlins, et lui fournir le réconfort dont il a besoin. Alors, c'est très injuste, hein, parce que le stress n'est pas du tout dû aux parents, mais c'est la figure d'attachement, donc le parent, qui va récupérer, qui va réconforter son enfant, qui va récupérer ce stress. Alors, qu'est-ce qui se passe donc quand, par exemple, chez les nounous, ma fille s'endort très bien à la sieste avec les nounous, mais quand c'est chez nous, ça va durer des plombes. Eh bien, tout simplement, avec le nounou, les nounous, il les connaît bien, il se sent en sécurité avec elles, mais ce ne sont pas ses figures d'attachement. Et donc, il va pas spécialement avoir envie de leur exprimer quoi que ce soit. Quand il sent la fatigue, il va aller dormir. Voilà, c'est tout simplement que c'est pas plus intéressant que ça de discuter avec les nounous, puisque ce ne sont pas ses figures d'attachement. Chez les grands-parents, si ce sont des grands-parents qui s'occupent de temps en temps de lui, mais pas tous les jours par exemple, eh bien de même, ce ne sont pas ses figures d'attachement, et c'est pas forcément intéressant de passer beaucoup de temps avec les grands-parents. Dès qu'il sent la fatigue, hop, il va dormir. Et pareil la nuit, il va pas forcément exprimer son besoin de réconfort auprès des grands-parents, puisqu'il sait qu'il est chez les grands-parents, qu'il n'est pas chez ses parents. Eh bien, il va essayer de se rendormir tout seul. Alors que, à la maison, chez ses parents, s'il se réveille la nuit, eh bien, il va peut-être avoir envie d'avoir un peu de réconfort de ses figures d'attachement. Il va peut-être avoir envie d'exprimer le stress qu'il a ressenti, par exemple, à cause d'un cauchemar. Et donc, il va appeler, il va pleurer et il va demander du réconfort auprès de ses figures d'attachement. Alors, si un enfant dort chez ses grands-parents pendant plusieurs jours, eh bien peut-être il peut se passer deux choses. Soit il va accumuler beaucoup de stress et ça va vraiment être très très difficile pour les parents quand ils vont le récupérer parce qu'il va décharger tout ce stress auprès des parents. Soit il va prendre de plus en plus confiance dans ses grands-parents et cette confiance dans ses grands-parents va s'illustrer par le fait qu'il va progressivement exprimer ses émotions auprès de ses grands-parents. Et il peut arriver que si un enfant passe plusieurs jours chez ses grands-parents sans ses parents, eh bien les premières nuits, il dort très bien, et les nuits suivantes, il commence à se réveiller et à appeler la nuit, tout simplement. Alors, naturellement, c'est quelque chose qui est très très frustrant pour tout le monde. C'est-à-dire que plus un enfant se sent en sécurité avec quelqu'un, plus il nourrit un attachement sécure avec cette personne, et plus il va exprimer ses frustrations à cette personne. Alors, Isabelle Filiosa, elle exprime ça par une anecdote qui est assez rigolote. C'est typiquement le cas de l'enfant qui a une figure d'attachement donc avec sa maman. Et donc, le papa, qui lui, au début de la vie de son enfant, ne passe assez peu de temps avec lui, dit à sa femme: ah, mais tu t'en occupes très mal. À chaque fois que notre fille est avec toi, elle chigne, elle pleure, alors qu'avec moi, ça se passe toujours très bien. Et donc effectivement, c'est vrai, mais c'est tout simplement parce que la figure d'attachement, c'est la maman, et que le papa, qui passe peu de temps avec son enfant, eh bien, l'enfant se sent peu en sécurité avec lui et n'exprime pas ses sentiments. Et cette théorie, donc, est confirmée tout à fait
quand, par exemple, le papa décide de passer de plus en plus de temps avec son enfant, par exemple, joue avec lui tous les soirs en rentrant du travail, là, c'est la maman qui dit « Mais arrête de jouer avec lui, tu vas me l'énerver !» Et effectivement, au bout de quelques jours ou quelques semaines où le papa joue avec son enfant tous les soirs, eh bien, l'enfant ressent ce jeu avec son papa comme un lien d'attachement et va commencer à exprimer de plus en plus ses émotions avec son papa. Et donc, va parfois pleurer en présence de son papa, en jouant avec son papa. Voilà. Donc, c'est une théorie qui dit finalement que, en résumé, l'amour, c'est un carburant pour l'enfant. Donc, quand vous rencontrez une frustration avec votre enfant, la meilleure réaction, c'est lui donner des signes d'amour, lui faire des câlins, jouer avec lui, lui parler gentiment. Et c'est comme ça que votre enfant sera non seulement attaché à vous, prendra confiance en lui, mais aussi pourra décharger son stress dans la journée, il n'aura pas besoin de le décharger à la nuit. Et donc, c'est comme ça que votre enfant dormira progressivement de mieux en mieux la nuit. Voilà. Et notamment, plus un enfant ressent de l'attachement envers ses parents, plus les parents tiennent compte des émotions de leur enfant, et plus un enfant va savoir gérer ses émotions. Et donc, plus ça va devenir facile pour les parents de gérer les situations de frustration avec son enfant. Voilà, c'était la fin de ce podcast sur la théorie de l'attachement et sur pourquoi, parfois, les enfants dorment mieux, pas avec leurs parents, mais avec d'autres personnes. Alors, si vous voulez des méthodes pour bien dormir la nuit, pour passer des nuits paisibles, j'ai écrit un e-book d'une 20aine de pages qui explique comment ma femme et moi, quand notre enfant avait 18 mois, nous avons réussi à diminuer de 80% les réveils de notre fille la nuit. Voilà. Donc cet e-book est disponible en page d'accueil. Vous pouvez le télécharger en page d'accueil du blog sommeilbébé.com. Bonne journée et prenez soin de vous.